Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse de la MACSF. Je suis Séverine Solier et j'animerai cette conférence. Tout d'abord, je voudrais commencer en vous souhaitant à tous une très belle année 2026, qu'elle vous soit très heureuse avec vous et vos proches. Et puis, je voulais aussi attirer votre attention sur une nouveauté cette année. Je pense que vous l'avez peut-être déjà remarqué dans cette introduction en images. Et puis, vous le voyez tout autour de nous sur le plateau. La MACSF a changé de logo. Donc, ce n'était pas arrivé depuis 2012. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce changement, je vous invite à consulter le communiqué de presse qui sera diffusé cet après-midi ou bien interroger les dirigeants qui sont avec nous ce matin. Et alors justement, je vais maintenant commencer par vous présenter les intervenants de notre matinée. Donc je vais commencer par la gauche du plateau, Éric Bertrand, directeur immobilier. À côté de lui, Éric Dubos, directeur financier. Stéphane Dessirier, directeur général du groupe. Bonjour. Guillaume Rosenval, directeur MACSF épargne retraite. Bonjour. Et Roger Cagnard, directeur financier. Voilà, donc nous allons donc vous présenter cette conférence en trois parties. D'abord, une première partie sur le contexte financier et économique et politique, une deuxième partie sur le fonds en euros et une troisième partie sur la gamme financière des unités de compte. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Stéphane Dessirier pour l'introduction. Bien, bonjour à tous, mes meilleurs vœux également. Ce qu'on va traiter ce matin en première partie, c'est l'assurance vie au cœur de l'économie. Alors désolé de cette page de pédagogie, mais les errements parlementaires nous ont incité à revenir quand même quelques minutes sur l'assurance vie et en particulier sur le fonds euro pour réexpliquer ce fonds euro. Le fonds euro, c'est une spécificité française. Il n'y a pas d'équivalent, je crois, dans les autres pays occidentaux. C'est un exercice de mutualisation assez extraordinaire et extrêmement efficace. Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer tout au long de cette matinée. Pourquoi ? Parce que ça repose sur donc cette mutualisation entre tous les épargnants qui permet des placements de long terme et la liquidité. Et donc, pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez des générations de gens qui investissent dans ce fonds euro, qui ensuite bénéficient aux nouveaux entrants. Enfin, les placements qui ont pu être faits par les générations précédentes bénéficient aux nouveaux entrants, qui eux-mêmes réinvestissent, et ainsi de suite. Donc, ceci permet donc aussi d'avoir une garantie de l'assureur pour une sécurité de ce placement, puisque, encore une fois, le capital est garanti sur ces fonds euros. Et cette garantie, en fait, elle coûte très peu cher du fait de cette mutualisation. Voilà, donc ça, c'est vraiment un placement extraordinaire, et ça explique très largement, d'ailleurs, le succès du fonds euro à la française. Et ce fonds euro, donc, on a pu constater qu'il avait été menacé quelque part de taxation, et ça nous paraît profondément injuste, parce que ce fonds euro, il est aussi extraordinairement productif pour l'économie, mais je vais laisser Guillaume vous le détailler. Oui, effectivement, comme l'a dit Stéphane, on a été à un moment un petit peu inquiet quant à la culture économique et financière de certains de nos députés, et c'est vrai que de croire que l'on peut proposer des rendements importants sans que les placements soient investis dans l'économie, c'est juste quelque chose d'étonnant. Mais comme quoi, il faut régulièrement revenir à des fondamentaux. Donc à la MACSF, on soutient alors l'économie productive. On a utilisé ce terme parce qu'il avait été utilisé au niveau de l'Assemblée nationale. Et pour vous donner les ordres de grandeur, on a 78% des actifs du fonds en euros MACSF, enfin des fonds en euros MACSF, parce qu'on en a deux maintenant avec le cantonnement de la retraite, qui sont investis
dans des entreprises ou des immobiliers d'entreprise. Donc vous en avez 73% qui sont ou en actions ou en obligations corporate, que ce soit actions cotées, non cotées, et 5% qui sont en immobilier d'entreprise. En fait. Donc vraiment 78% qui permettent à l'économie de fonctionner. Alors, on va maintenant parler des 21% suivants. Alors là aussi, j'ai eu personnellement un certain étonnement parce que si j'étais député et que je travaillais sur le budget de l'État et que je considérais que le budget de l'État ne servait à rien, voire qu'à rembourser la dette, je démissionnerais de mon poste de député. Je me dirais qu'est-ce que je fais là en fait. Il ne faut pas oublier globalement que le budget de l'État, avant tout, finance entre autres l'éducation. S'il y a un investissement qui est clairement un investissement productif, c'est l'éducation, finance des infrastructures, finance des transitions, la transition écologique, soutient des projets de renaturation des villes, etc. À la fois globalement et encore de manière plus précise sur les OAT vertes que nous avons souscrits à hauteur d'un milliard d'euros. Sur ces OAT, il y a une véritable traçabilité des investissements vers ces équipements de long terme et cette évolution de l'économie et de la vie des Français. Alors, tous ces investissements, ils créent de l'activité. Hein. Quand on fait des infrastructures, il y a bien des entreprises pour les construire. En plus, c'est de l'activité qui est très peu délocalisable. Et donc, il ne faut pas jeter tout le budget de l'État comme étant en disant le budget de l'État est improductif. Heureusement que non. Alors, un petit zoom maintenant sur l'activité du groupe MACSF. Donc, l'activité de 2025 a été très soutenue, avec un chiffre d'affaires groupe qui est supérieur à 3,4 milliards d'euros. Et vous avez là la décomposition de ce chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que la collecte a fortement monté, mais on va y revenir très largement ce matin. Passant de 2 milliards 150 à 2 milliards 450, donc une forte hausse de la collecte, mais également une hausse significative de l'activité Yard, puisqu'elle est passée de 850 millions à peu près à 915 millions. Donc une progression très significative du chiffre d'affaires du groupe en 2025, sachant que ce chiffre d'affaires n'intègre pas la consolidation de Haroun Doré, consolidation qui se montrait à peu près avec 30% des actions à peu près 400 millions. Donc vous voyez que le chiffre d'affaires du groupe, si on consolidait Haroun Doré, serait assez proche des 4 milliards. Alors, on revient sur l'épargne retraite, plus spécifiquement. Donc, comme l'a dévoilé Stéphane, on a encore une fois battu notre record absolu de collecte brute. Donc on l'avait largement battu en 2023 et on a fait plus fort que 2023 avec plus de 2 milliards 4 de collecte, avec, vous le voyez, à la fois une hausse très significative de notre collecte sur les produits de retraite, et en particulier sur le reste retraite, notre plan d'épargne retraite individuelle, et une hausse importante également de notre collecte en épargne. Tout ceci se fait avec un taux de collecte en unité de compte qui se maintient toujours aux alentours des 30%, qui remonte sensiblement. On avait baissé en 2023 parce que pour la première année depuis longtemps, nous avions fait des frais sur versement à zéro sur le vieux contrat monosupport, ce qui avait amené beaucoup de versements en euros, et on est revenu à une situation plus équilibrée progressivement.
Ceci, à la fois les versements, la collecte nette positive et puis les produits financiers amènent à une croissance de l'encours total tout à fait significative parce qu'on flirte avec les 33 milliards d'euros, dont quasiment 25 milliards en assurance vie. Alors, pour ne pas faire durer le suspense trop longtemps, voilà le rendement du fonds en euros du RES cette année qui sera de 3,15%. Pour mémoire, l'année dernière, il était, comme vous le voyez sur le graphe, de 3,10%, donc il est en très légère augmentation. Et particularité du groupe MACSF, eh bien, ces 3,15 bénéficient à l'ensemble de nos sociétaires, qu'ils aient des UC ou non, et quelle que soit la génération de contrats. Ce 3,15 s'applique à tous nos assurés, ce qui est pour nous tout à fait équitable. Je le rappelais tout à l'heure, la mutualisation du fonds euro, et cette mutualisation, elle doit se traduire par des performances qui sont partagées uniformément entre tous nos adhérents. Voilà, donc avec ce 3,15, bien, on conserve cet écart qu'on a depuis très longtemps avec le marché, puisque le rendement moyen attendu des fonds euros du marché, suivant l'oracle Cyril Chartier-Kessler, devrait être de 2,65%. Et donc, nous conservons notre écart de 0,5% de surperformance par rapport au marché, ce dont on est très fier. Et on va vous expliquer comment on a fait. Alors, Stéphane a commencé à le dire, effectivement. On est toujours sur nos mêmes convictions, notre même politique et notre même vision de l'assurance vie. Alors déjà, on avait plusieurs fois promis qu'on ferait tout pour maintenir le taux. On a fait un petit peu mieux, on l'a augmenté. Notre principe d'équité, donc distribution égalitaire sur tous les contrats, toutes les générations, que les adhérents, les assurés et les moyens ou l'opportunité de verser cette année ou non, ils ont le même taux. Ça nous paraît extrêmement important. Une grande transparence par rapport à nos frais. Quand on fait des promotions, c'est toujours sur les frais sur versement parce que c'est immédiatement visible. C'est pour tous les adhérents, quel que soit qu'ils versent 100%, qu'ils versent 100% en euros ou avec un taux d'UC important, etc. Extrêmement important, on a toujours que des conseillers salariés dont la rémunération ne dépend pas du produit proposé et acheté par l'adhérent. Et donc, le conseil se fait totalement dans l'intérêt de l'adhérent et sans aucune arrière-pensée de la part du commercial. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Même si on a une petite gamme d'UC, on est très innovant dessus et à la fois on est innovant et on l'explique bien à nos commerciaux qui, je pense, l'expliquent très très bien aussi à nos adhérents qui souscrivent assez largement à nos innovations. Autre point important dont on se félicite régulièrement, la maîtrise des décisions, y compris financières, avec une gestion d'actifs internes qui nous permet en particulier de réagir très rapidement par rapport au marché, en fait, beaucoup plus que d'autres structures, et puis qui nous permet aussi de tenir plus que d'autres nos engagements RSE. Et donc, à titre d'information, on a 28% d'investissement durable dans notre portefeuille au 30 novembre 2025, donc bien au-delà de nos engagements. En fait. Et je pense qu'on se place parmi les tout premiers du marché avec ce pourcentage, si ce n'est peut-être le premier de ceux ayant des encours significatifs. Alors, autre point important de notre politique, c'est
notre organisation par rapport au Conseil. Donc, on s'était bien organisé il y a quelques années pour bien faire la part des choses entre ce qui était urgent et facile à faire par le sociétaire, par l'adhérent, pour l'épargne retraite, mais d'ailleurs comme pour tous les produits, et entre ce qui nécessitait du Conseil. Et donc, le résultat, quelques années après, c'est qu'on a multiplié par 2 le nombre de conseillers patrimoniaux pour atteindre une centaine qui sont présents, qui ont des portefeuilles affectés, dont les clients, les adhérents ont le numéro de téléphone portable et donc ils sont vraiment disponibles auprès de leurs clients. Et qui n'ont pas à intervenir pour des sujets trop administratifs, parce que nos adhérents sont très, très sympathiques avec nous, et peut-être aussi parce qu'on a peut-être des services en ligne qui sont assez bien conçus. On a 75% des actes de gestion en épargne en retraite qui sont réalisés par les adhérents eux-mêmes sur leur espace personnel. Donc, que ce soit des arbitrages, des versements, des retraits, des rachats, 75% sont réalisés comme ça, et ça participe clairement à notre modèle économique, ce qui nous permet d'avoir les frais réels vraiment dans les plus bas du marché. On gère à 0,2% de l'encours malgré la diversification forte du portefeuille. Dernière innovation technologique que l'on a mise en place il y a quelques semaines maintenant, ce service peut être donné à distance par nos conseillers avec en temps réel la possibilité pour le sociétaire d'être connecté à son espace personnel, de relire ce que le conseiller lui propose et de le signer directement sur son espace personnel. Donc c'est quelque chose... C'est de la vraie vente hybride, en fait. On a vu que c'était un terme qui était venu à la mode, en fait. Et donc, je ne peux pas m'empêcher que dans le cas de l'assurance vie, c'est clairement de l'hybride rechargeable et qu'il ne faut pas hésiter à recharger. Et alors, enfin, on en est très fiers. On a à nouveau la récompense originale du challenge sur la base de la formation du conseil, en fait, qui est, je crois, assez, parce qu'on est habitué à être primé par certains d'entre vous sur notre offre, sur nos produits. On en est également très fiers. Mais là, la démarche de challenge depuis quelques années est originale, vu qu'elle se fait avec des appels mystères et un cahier des charges de qualité de conseil, de cohérence du conseil entre aux différentes étapes de la démarche commerciale. Et on s'en est à nouveau formidablement sorti. On en est extrêmement fiers. Et c'est à la fois, je dirais, la réussite de l'organisation qu'on a mise en place et puis la marque de la compétence et du dévouement de nos conseillers. Alors, bonjour à tous et à toutes, que vous soyez dans le studio ou à distance. Et puis, je vous souhaite une excellente année 2026, avec des marchés financiers, j'espère, aussi performants que l'année 25. Bon, moi, je vais vous parler du fonds en euros, plus généralement. Donc, on a une performance qui bat l'inflation et le livret A, vous vous en doutez, avec un taux de 3,15. Sachant que cette année, l'inflation a encore baissé. On devrait alors là, sur le graphique, on vous a mis 0,90. On devrait peut-être même être un peu plus bas sur décembre, à 0,8. Mais vous voyez qu'après le pic de 21-22, l'inflation est revenue sur des niveaux tout de même très très bas. Et puis le livret A, que l'on bat aussi depuis des années, qu'on a toujours battu d'ailleurs, qui est à 1,70, sachant que 2026, normalement, dès février, on devra encore avoir une nouvelle baisse du taux, de ce taux, puisque l'inflation continue de baisser, et puis les taux directeurs aussi ont baissé.
Voilà, donc une performance très très supérieure au livret A ou à l'inflation. Alors, comment s'explique cette performance? Tout d'abord, comme chez tous les assureurs, vous savez que les fonds en euros sont principalement investis en obligations, donc on a une part obligataire assez importante du portefeuille. Elle est, si on prend en compte le monétaire, elle représente à peu près 70% du portefeuille. Et donc la contribution, vous voyez, est de 1,89 cette année. Sachant qu'on a profité sur cette classe d'actifs de la forte quantification de la courbe. Les taux courts ont baissé avec les politiques accommodantes de la Banque centrale européenne. Donc ça, c'est pour les taux courts. Et puis les taux longs ont quand même beaucoup monté, notamment pour des raisons budgétaires. Et ça, en Europe, partout en Europe, principalement, enfin, vous avez les Allemands qui, vous savez, vont dépenser beaucoup, enfin, ils ont un gros budget de dépenses sur la défense. Donc, ils vont venir émettre beaucoup plus que les années précédentes, ce qui tire les taux à la hausse. Et puis chez nous, on a nos sujets aussi de dette. Donc, on a eu une forte hausse de la partie longue des courbes, mais j'y reviendrai juste après. Voilà. Donc ça, c'est la grosse partie sur les obligations. On a aussi les actions cotées qui se sont très très bien tenues cette année, et vous le verrez à travers nos unités de compte. Roger y reviendra, mais ça a été aussi une très bonne contribution au taux de cette année. De même que le private equity, on a à peu près 12% de private equity en portefeuille, et la performance est tout à fait honorable. Et puis l'immobilier, qui représente 5% du portefeuille, comme le disait Guillaume tout à l'heure. Là aussi, on a une bonne performance. Voilà. Et après, on a d'autres moteurs qui viennent aussi diversifier, mais apporter une contribution positive sur les OPCVM, qui sont très très diversifiés, ou les obligations convertibles, dont la part a baissé dans nos portefeuilles, mais ça reste toujours une contribution positive, et les fonds d'infrastructure. Et tout ça vous explique le taux de 3,65 brut. Voilà. Alors juste un focus sur les taux longs, qui reste une opportunité. Ça fait depuis maintenant 3 ans que les taux sont sur des niveaux assez importants. Vous voyez, la courbe verte 3,92, ce sont les obligations qu'on a achetées cette année. Donc ça, c'est le taux moyen de nos achats d'obligations. Achats qui ont porté sur un peu plus de 4 milliards d'obligations. Et sur ces obligations, on a pu rentrer des emprunts d'État. Vous savez que par rapport aux autres assureurs, on avait très très peu d'emprunts d'État, et on avait très très peu de France en portefeuille, avec des durations de portefeuille très courtes, puisqu'on a commencé la remontée des taux en 2022 avec une duration de 4, pour vous donner à peu près une idée. Et les niveaux de taux là, depuis 2 ans nous permettent de revenir sur des emprunts d'État. Donc on était revenu les années précédentes sur l'Italie, l'Espagne, et puis cette année, on a fait beaucoup de France. Vous savez que les taux français sont parmi les plus hauts de la zone euro, au-dessus même des taux italiens. Donc on rachète, nous, de la France, et ça nous permet de remonter notre duration. Notre duration aujourd'hui est autour de 6. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même une accélération assez nette de la duration. Ça nous permet donc de rentrer des emprunts d'État. Vous savez que c'est peu chargé, c'est pas du tout chargé même en sous S2, en capital. Et puis, ça a aussi l'avantage de rentrer des obligations vertes, puisque notamment l'État français émet beaucoup d'obligations d'OAT vertes. Voilà, donc retenez ce taux de 3,92 qui permet, pour un terme très cher à Ségolène, de reluer le portefeuille de manière très importante, puisque vous voyez qu'en rose, vous avez la courbe de nos obligations qui arrivent à échéance, des obligations qu'on avait achetées il y a en moyenne une dizaine d'années, et il y a 10 ans, je vous rappelle que les taux étaient quand même très très bas.
Donc ces obligations qui arrivent à échéance ont des taux autour de 2,50, 2,60. Voilà. Et par rapport à nos presque 4%, vous voyez qu'on relue le portefeuille de manière assez significative. Et du coup, la résultante, c'est la courbe rouge foncée, vous voyez, notre taux de 3,15 qui permet de maintenir et qui, je pense, sur l'année prochaine, devrait encore être tout à fait correct. Voilà sur le focus sur les obligations. Et je laisse la parole à Roger. Bien, bonjour à tous. Donc un petit slide pour compléter ce qui vient d'être présenté, pour essayer de donner la répartition de la contribution des environ 1,10% de contribution sur les 3 classes d'actifs, hein, donc les actions cotées, le non coté et les OPCVM. Vous voyez qu'en 2025, on a une contribution très équilibrée. Le modèle MACSF en fait repose sur le fait de pouvoir utiliser les 3 moteurs, c'est l'idéal comme en 2025, mais si les marchés sont moins bien orientés, pouvoir utiliser plus le non coté ou plus les OPCVM. Donc cette année, dans un contexte de marché favorable sur l'ensemble des classes d'actifs, on a une contribution très équilibrée avec une belle contribution des actions cotées, du non coté et des OPCVM pour venir doper les rendements obligataires plus élevés qu'on a pu rentrer dans le portefeuille. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous souhaite également mes meilleurs vœux pour 2026. Moi, je vais vous parler d'immobilier dans une année 2025 qui aura été une année encore un peu difficile pour cette classe d'actifs. Ce que l'on peut retenir, en fait, c'est la robustesse de notre portefeuille qui, malgré tout, résiste bien, hein, puisqu'on a encore aujourd'hui un peu plus de 2 milliards d'actifs qui sont sous gestion, dont la majorité est détenue par le groupe et en grande partie également investie dans l'actif général de MACSF Épargne Retraite, donc qui vient du coup directement contribuer au résultat du RES. La particularité en fait de cette robustesse, elle tient essentiellement au fait qu'on a plus de 80% de nos actifs qui sont gérés en direct et du coup gérés directement par nous, ce qui nous offre beaucoup d'agilité, beaucoup plus que quand on est investi dans des fonds indirects. Ça, c'est la première particularité en fait de notre gestion. La deuxième particularité, c'est qu'on a un mix d'allocations qui est assez intéressant, hein, puisque on a 60% de bureaux, 40% d'immobilier résidentiel. Alors on sait aujourd'hui que le bureau est parfois dans des situations un peu délicates, notamment pour l'immobilier périphérique. Il se trouve qu'on est assez peu exposé sur ces sectorisations, donc ça facilite un peu les choses. Et puis ensuite, la part résidentielle qui est assez intéressante dans la mesure où elle est beaucoup moins volatile que l'immobilier de bureau. Et à cela s'ajoute un dernier élément qui est les actions que l'on mène en fait sur ce portefeuille, puisqu'on est de ce fait-là très proche en fait de nos locataires, et ça nous permet en fait d'avoir des indicateurs locatifs qui sont très bien orientés. On a un taux d'occupation financier qui est de l'ordre de 86,5%, comme vous pouvez le voir sur le slide, ce qui est plutôt bon. Et sur la part qui reste, en fait, on a plutôt des bonnes perspectives. Donc c'est intéressant à ce titre-là. Et puis la WALB, désolé pour le jargonnage, mais donc c'est la durée résiduelle des baux de l'ensemble du portefeuille moyenne, qui aujourd'hui s'établit à 3,25 ans, ce qui est à peu près la même chose que l'année dernière. Donc au cours de l'année, on aura réussi en fait à tenir cette WALB et puis travailler sur l'ensemble de notre portefeuille de telle manière de lui conserver ces atouts en fait de désirabilité et notamment en travaillant sur la part verte, sur les actions ESG du portefeuille immobilier. Et ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'on a
d'ores et déjà 50% de notre portefeuille immobilier sur ces actifs clés qui atteint les objectifs du décret éco-énergie tertiaire de 2030. Et puis, l'autre point important à souligner, c'est qu'on a un portefeuille résidentiel qui a des diagnostics de performance énergétique qui sont particulièrement bien orientés par rapport à ce que l'on peut constater aujourd'hui en France, puisque 87% de ce portefeuille résidentiel affiche des étiquettes B, C ou D. Voilà, donc ça nous permet d'être assez confiants sur l'avenir, premièrement, et puis deuxièmement, de renforcer encore un peu en 2025 la contribution de l'immobilier à la performance du RES. Je passe la parole à Roger. Alors, on va terminer sur notre gamme d'unités de compte. On va commencer par les profils. Donc, un petit rappel. Donc, évidemment, notre fonds EuroRES, mais on vous l'a dit, à 3,15. Nos profils, on doit être un des derniers assureurs à publier régulièrement et depuis très longtemps les performances de nos profils, parce qu'on veut vraiment être très transparent. Donc, on a un profil sérénité à 4,90, un profil équilibre à 3,96, un peu décevant, et un profil dynamique à 7,79. Donc, pour l'ensemble de nos assurés qu'on fait le choix de ces profils, qui sont pilotés, puisqu'on a la possibilité à la main de la direction financière de changer un support si besoin, qui sont évidemment gratuits et puis qui sont transparents, je viens de vous le dire. On vous donne la décomposition de chacun de ces profils. On vous donne les résultats année après année et on voit que la diversification paye et que le fait d'ajouter des unités de compte à côté du fonds en euros est parfaitement justifié. Et puis peut-être un chiffre qu'on communique désormais chaque année, c'est la performance moyenne pondérée par les encours de l'ensemble de nos unités de compte, c'est-à-dire qu'on a 35% de nos assurés qui sont sur des profils, on a 65% de nos assurés qui, parce qu'ils bénéficient de conseils de la part de nos experts patrimoniaux, font le choix d'une allocation libre. Eh bien, la moyenne pondérée de tous ces supports sur les 8 milliards d'unités de compte, c'est une performance moyenne de 8,5%. Donc, on voit qu'à côté du 3,15, en moyenne, nos assurés ont pu bénéficier d'une performance de 8,5 avec les unités de compte de la gamme. Et on va les regarder en détail. Évidemment, c'est une année favorable. Une précision, c'est ceux qui choisissent eux-mêmes, c'est 65% de l'encours, c'est pas 65% des assurés. Pardon. Alors, sur la gamme en UC, on a un petit point rouge, on va quand même le commenter, mais si on prend dans l'ordre, donc les fonds patrimoniaux, on fera un petit focus dessus, mais c'est une très très bonne année pour tous nos fonds patrimoniaux. Donc on a une gamme, c'est toujours la même chose depuis très longtemps, on la veut simple, complète et performante. Donc nos fonds patrimoniaux de très bonne performance cette année. On va revenir un peu en détail dessus, mais vous le voyez, tous les fonds patrimoniaux ont d'excellentes performances. Nos obligations convertibles font une bonne année. Nos fonds à échéance, je ferai un petit focus dessus. Donc là, on est sur le 2032. Il affiche une performance parfaitement en ligne avec son objectif à 4,22. Ensuite, on a notre gamme de fonds d'action thématiques. Le plus gros fonds de la gamme, c'est un fonds d'action internationale défensif de rendement, DWS Top Dividende. Et bien que défensif, il affiche quand même une très bonne perf de 13,5. On a deux supports qui se distinguent, sont nos supports très thématiques, les biotechnologies aux États-Unis et puis le fonds de transition énergétique avec des performances d'environ 35 et 34%. Et puis on a un petit point rouge, c'est un fonds de notre gamme qu'on aime beaucoup, qui a des performances moyennes excellentes dans la durée sur très longue période. C'est le fonds Pictet Global Mega Trend Sélection, qui recule légèrement. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une grosse part d'actions en dollars. Donc dessus, on retrouve l'impact négatif du dollar. Et puis parce que parmi les thématiques de long terme de ce support, on n'a ni les banques ni la défense qui ont été deux thèmes majeurs de progression des marchés financiers en 2025. Sinon, sur le reste, vous voyez, l'ensemble de nos supports affichent de bonnes performances dans les fonds actions thématiques. C'est la même chose juste en dessous pour les fonds d'actions géographiques. Très bonne performance de notre support Medi-Action et de Medi-Émergent. Et puis une performance qu'on pourrait juger décevante pour le fonds d'actions américaine. Mais là encore, on est 100% exposé au dollar et le dollar a reculé de 13,5% en 2025, ce qui explique que le fonds d'action a perdu l'intégralité de la progression des sous-jacents actions à cause de cette baisse de la devise. Après, on a une performance un peu étonnante, il faut bien l'avouer,
c'est notre support or et métaux précieux avec une performance de 90,88%. Donc tant mieux pour ceux de nos assurés qui ont choisi ce support. On a été très précurseur, on l'a rentré dans la gamme bien avant les autres et il faut dire que cette année, c'était quand même le support à avoir. Ensuite, on a toujours nos fonds de dette non cotée, donc 2 supports de dette non cotée. Un ancien que vous connaissez bien, TFE, Tikeo Financement Entreprise, avec une performance de 3,33 estimée au 22 décembre. On n'avait pas, au moment où on a préparé ce slide, la performance du 31-12. Et puis notre nouveau fonds qui monte bien en puissance, Andera Dette Privée, qui affiche déjà une performance de 3,73%. Et je passe sur le monétaire parce que là, il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, alors on va faire 2 focus vraiment tout simples. Un focus pour revenir sur ce qui a été un grand succès chez nous, le lancement très tôt de fonds à échéance pour bénéficier de ce qu'a présenté Eric tout à l'heure, c'est-à-dire de la hausse des taux, et puis proposer à nos assurés un fonds où ils sont embarqués avec une échéance fixée dès le départ et un objectif de rendement connu également dès le départ. Donc on a eu un grand succès avec 2028, avec 2030, avec 2032 qui est toujours en cours, et dès le 29 janvier, on lancera un 2034, toujours avec un objectif de rendement net supérieur à 4% pour nos assurés. C'est vraiment une gamme qui rencontre un grand succès. Je vous ai mis la collecte en bas, on est à près de 1,2 milliard d'encours sur ces fonds à échéance, qui sont un excellent complément pour mettre à côté du fonds EuroRes. On a également lancé, alors je n'ai pas fait de slide dessus, mais on a également lancé dans les innovations de l'année un fonds avec Pictet qu'on vous avait présenté en détail et qui est un fonds à investissement progressif qui en fait démarre avec uniquement du monétaire et puis qui en cas de baisse supérieure à 5% du marché investit systématiquement en actions. Donc on pense que c'est vraiment un excellent support dans la durée. On ne vous a pas fait de slide dessus, mais c'est aussi une innovation propre à la MACSF lancée en partenariat avec Pictet en 2025. Enfin, un petit focus sur nos fonds patrimoniaux, ce que je vous disais tout à l'heure. On est très convaincu qu'il y a beaucoup de sens à la gestion active et on vous a fait la moyenne sur 3 ans des performances de l'ensemble de nos supports patrimoniaux, que ce soit Eurose, DNCA Alpha Bonds, DWS Concept Kaldemorgan, Carmignac Patrimoine ou JP Morgan Global Income. Et ce que vous voyez, c'est que tous ces supports-là ont toute leur place à côté d'un fonds euro. On vous a fait la performance sur les 3 ans, la performance annualisée évidemment. Et vous voyez que quel que soit le choix, ça ajoute de la performance par rapport au fonds EuroRes de la MACSF. Tous ces supports marchent très bien. On est très heureux d'avoir un net retour sur les 10% des meilleurs fonds de Carmignac Patrimoine, mais pas seulement. On a aussi JP Morgan Global Income qui marche très bien. On a lancé DNCA Alpha Bonds, ce sera mon dernier slide tout à l'heure, cette année, qui rencontre également un grand succès parce qu'il y a un niveau de risque qui est extrêmement bien maîtrisé. Et puis on a toujours Eurose et Kaldemorgan qui affichent de très bonnes performances. Donc ça, avec le conseil de nos experts et spécialistes sur le terrain, ça donne vraiment beaucoup de choix à nos assurés dans une gestion patrimoniale dont on pense qu'elle a retrouvé complètement depuis 3 ans tout son sens à côté d'un fonds en euros. Et enfin, un petit focus pour finir sur un lancement du mois de mars. On a déjà près de 200 millions d'encours dessus. On a choisi d'ajouter dans cette gamme des supports patrimoniaux, on fait vraiment une sélection très rigoureuse. Luc qui est dans la salle choisit ces fonds-là. Il pourra répondre si vous voulez aussi à des questions. Et donc on a fait le choix d'élargir un peu notre gamme patrimoniale avec ce fonds qui on qualifie de fonds à objectif de performance absolue, qui ne fait que de l'obligataire et qui rencontre un immense succès puisque ce fonds-là, globalement, atteint désormais 24 milliards d'euros d'encours. On a choisi de l'ajouter dans la gamme parce qu'il a de très solides performances avec une volatilité très maîtrisée. Voilà, je termine là-dessus et on va pouvoir répondre à vos questions. Alors peut-être on va laisser les personnes dans la salle réfléchir. J'ai déjà une question en ligne pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les fonds obligataires à échéance. Quel est l'objectif pour 2034 ? Ça n'a pas été bien entendu. Ah pardon, donc l'objectif pour 2034, c'est de proposer une performance nette pour l'assuré légèrement supérieure à 4% dans les conditions de marché actuelles et toujours avec la même répartition que les 3 précédents, 50% investment grade et 50% high yield, mais dans le high yield, on exclut tous les papiers les plus risqués.
J'ai une autre question sur le poids des actions cotées dans le portefeuille. Alors, dans le portefeuille du fonds euro-RES, les actions cotées, ça représente 6% de l'actif. Et alors, j'avais une autre question qui a été posée au tout début sur la partie, les 28%, dans la partie des règles du boss. Est-ce qu'on peut expliquer si c'est sur le fonds en euros ou sur les 28% d'investissement durable, sur le fonds en euros ou sur les encours? C'est sur le fonds Au global. en euros. Oui, oui. Là, pour le coup, on est donc sous la réglementation SFDR et c'est bien les investissements durables du fonds en euros. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? J'avais juste une question concernant votre profil de gestion équilibré. Vous dites un peu décevant cette année à 3,96 contre 4,73 effectivement l'année dernière. Qu'est-ce qui a un peu causé dans cette performance en 2025? Ouais, alors c'est deux supports de la gamme qui ont moins bien marché, mais clairement, le fait d'avoir le fonds Pictet, où j'ai expliqué pourquoi ce support avait une performance légèrement négative, c'est un fonds qui a d'excellentes performances à long terme, mais qui cette année est à moins 2,63 pour deux raisons. Je reviens un instant dessus. C'est le fait qu'il a environ 60 à 70% des actions qu'il compose, qui sont des actions libellées en dollars, et que le dollar a reculé de 13,5% cette année, et le fait que c'est un fonds thématique avec 12 thèmes d'investissement de long terme, mais que dans ces 12 thèmes d'investissement porteurs à long terme, il n'y a pas deux thèmes qui ont très très bien marché cette année, qui sont les bancaires, qui ont été en fait la classe d'action qui a le mieux performé en 2025, et puis il n'y a pas non plus le thème de la défense, qui a également été un thème extrêmement porteur en 2025. Ouais, et ce support a un poids non négligeable dans la formule équilibre, ce qui explique cette contre-performance en fait. Mais ça reste un excellent support à moyen long terme avec des performances annualisées dans la durée entre 8 et 9%. Donc c'est vraiment un événement exceptionnellement défavorable cette année sur ce support, mais qui garde toute notre confiance. Oui, bonjour, Benoît de la Lettre. J'avais plusieurs petites questions concernant le taux. Je voulais savoir donc déjà si vous aviez puisé dans la PPB, si vous aviez mis en réserve cette année. Deuxième question concernant la collecte assurance vie également, savoir si c'était en net, si vous aviez une idée de la collecte nette. Savoir aussi si vous aviez fait l'opération, si vous aviez maintenu la gratuité des versements sur le fonds euro, ce qui pouvait expliquer le boom aussi de la collecte en euros. Et enfin, sur la partie chiffre d'affaires global, comment vous expliquez la hausse IARD et dommages, et si vous aviez un peu de détails sur ce qui avait fait augmenter le chiffre d'affaires de cette branche-là. Merci. Je vais répondre en partie et puis Guillaume me complétera. Donc sur ce qui concerne la PPE, en fait, on n'a pas fait appel à la PPE cette année. Donc on a considéré qu'on n'y toucherait pas ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'on n'allait pas ni puiser ni doter. Et c'est pour ça que vous avez dans ce 3,65% brut, le taux brut, donc vous ne voyez pas apparaître de PPE parce que on n'y touche pas. Et si vous cumulez tous les impacts positifs, là, vous arrivez aux 65%. Donc ça, c'était pour ce qui concerne la PPE. Sur la progression du chiffre d'affaires IARD, et puis je laisserai Guillaume répondre sur les autres points, elle a été tirée par une hausse assez significative de l'activité et notamment du nombre d'affaires nouvelles, puisque cette année, on flirte avec les 280 000 affaires nouvelles, ce qui n'était jamais arrivé. Donc on a un très fort développement commercial. Et un développement commercial qui s'est progressivement tourné vers plus d'assurance vie et donc plus de prévoyance de santé avec des primes qui sont en général sur ces deux risques-là plus élevés que les primes qu'on pourrait constater en multirisque habitation ou en auto notamment. Donc sur toute la gamme de produits, on est en progression assez mesurée sur la partie purement yard, c'est-à-dire auto-habitation,
On a des progressions de portefeuille qui sont relativement faibles, hein. On a entre 1 et 2% de progression de portefeuille. Par contre, sur la santé, on est à 8% de progression de portefeuille. Sur la prévoyance aussi, on est en très forte progression, autour de 4-5%. Donc ce chiffre d'affaires, il est très tiré par cette réorientation en fait, de notre activité vers plus d'assurance de personnes. Et puis, il y a eu également, il ne faut pas le cacher, hein, des hausses de tarifs depuis 2 ans, liées notamment au risque catastrophe naturelle qui a été un peu subi, mais aussi aux aggravations des risques sur la partie automobile, notamment avec une inflation assez forte des coûts de réparation, donc qui a été répercutée sur les primes auto. Voilà, donc à la fois des hausses de tarifs, mais celles du marché, on va dire, mais aussi une très forte augmentation de l'activité sur l'assurance de personnes. Alors, oui, la collecte qui est présentée là, c'est la collecte brute. Donc, la collecte nette, elle est positive aussi bien, elle est très très fortement positive en retraite. On a vraiment un produit qui est dans une croissance très importante. Elle est également très sensiblement positive sur l'assurance vie, que ce soit sur les unités de compte et sur le fonds en euros. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts à fin décembre en tête. On va vous les donner. Alors peut-être je peux rebondir avec une question sur anticipez-vous une forte progression de la collecte en 2026 avec la baisse du taux du livret A? Et il y a une question complémentaire. Le taux du livret A est-il l'étalon de l'épargne sécurisée? Alors, là-dessus, moi, je peux répondre pour la MACSF parce que je pense que les assureurs vie, suivant la typologie de leurs adhérents, de leurs sociétaires, ont des situations totalement différentes. Il y a certains assureurs vie et puis suivant la manière dont historiquement ils ont positionné eux-mêmes l'assurance vie. Il y a certaines assurances vie qui a une trentaine d'années avaient créé des produits d'assurance vie en les positionnant clairement en concurrent du livret A en fait. Et donc ces assureurs vie-là se sont mis en concurrent du livret A, ils le sont toujours pour bonne partie, et donc ils ont des transferts entre le livret A et le contrat d'assurance vie opportuniste suivant les périodes. Dans notre cas, on ne le constate absolument pas. En fait, nous quand on fait une très bonne collecte, c'est peut-être au détriment d'autres assureurs vie et certainement au détriment à certains moments d'épargne bancaire. En fait, clairement, on voit que quand il y a les banques qui proposent des comptes à terme sur 3 ans, voire 4 ans ou 5 ans parfois, à des taux importants, il y a des arbitrages sur les versements, mais on a quasiment jamais de sortie pour réinvestissement, on a très 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 peu. En revanche, on a des arbitrages sur les versements qu'on a connus il y a 2-3 ans, où on avait un petit peu plus de personnes qui allaient mettre sur des comptes à terme dans les banques, maintenant c'est terminé, donc on peut être optimiste que sur 2026, l'assurance vie et surtout celle de la MACSF va continuer à être la meilleure réponse en termes d'investissement de moyen et de long terme en fait. Et alors là-dessus, j'en profite. J'avais oublié de répondre à la question des frais sur versement. Donc, on a été effectivement sur une bonne partie de l'année 2025 à des frais à zéro de versement sur l'assurance vie, que ce soit en euros et unité de compte. Et on prolonge ces frais à zéro qui, je le rappelle, sont dans l'intérêt de tous les adhérents dans les circonstances économiques actuelles, et sont dans l'intérêt de ceux
ont la possibilité de verser actuellement, mais ils sont aussi dans l'intérêt de tous les autres parce que ça permet à Eric et à ses équipes d'engranger des obligations à taux élevé qui sont la base de la rémunération du rendement futur. Et donc on prolonge là ces frais à zéro jusqu'au 31 mars déjà, et puis on verra en cours d'année suivant les opportunités économiques et financières. Alors, on nous demande si en plus on compte proposer des bonus sur les versements et on voudrait notre avis sur les offres concurrentes concernant ces bonus. Alors, nous n'avons pas l'intention de proposer des bonus sur les versements. Les bonus sur les versements, déjà, c'est vrai que quand on regarde les offres concurrentes, il y a plein de conditions au versement de ces bonus, dont souvent des conditions de pourcentage de taux d'UC. Et puis après ça, je ne donnerai surtout pas de nom de concurrent, hein, mais parfois ces bonus annualisés, avec un taux annualisé, sont proposés avec du prorata temporis au mois d'octobre, au mois de novembre. Et c'est de la publicité audacieuse, je trouve ça. Est-ce qu'il y a peut-être une question dans la salle? Sinon, j'ai d'autres questions en ligne. Bon, alors je continue. Quel est le poids de l'actif en obligation arrivé à échéance en 2025? Ah, c'était la colle. On tourne autour des 15%, je pense, d'obligations qui arrivent chaque année à échéance. Ça fait combien en montant? Alors, en montant, ça fait 2 milliards à peu près, ouais. Plus ou moins. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai du mal avec le chiffre, parce que cette année, comme l'année dernière, on a profité d'avoir des taux élevés pour vendre nos obligations à taux bas, quitte à réaliser des moins-values. Donc on a repris un peu sur notre réserve de capi, comme l'année dernière, mais ça nous permet de sortir des petits coupons et de réinvestir sur des taux bien supérieurs. Voilà. Donc tout ça, oui, et puis sur plus long terme, bien sûr. Ouais. Donc du coup, ça modifie un peu les tombées régulières, mais voilà, on doit être autour à peu près des 2 milliards chaque année. On nous demande aussi la part des encours en gestion libre et en gestion pilotée. Alors c'est pareil, on vous donnera le chiffre exact, mais en termes d'encours, on est à peu près à 60% en gestion libre. En fait, ce qui est en gestion libre. En fait, tout simplement parce que nos sociétaires, nos adhérents qui se mettent en gestion libre sont des sociétaires patrimoniaux qui représentent une part importante de l'encours. D'une part, et puis parce qu'il y a des UC en fait qu'on ne peut acquérir qu'en étant en gestion libre et qui ne sont pas dans les profils. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles un certain nombre de nos sociétaires optent pour la gestion libre, c'est pour bénéficier de certaines UC qu'ils ne pourraient pas avoir dans les profils. En particulier, toutes les UC à échéance sont contradictoires avec des profils. Peut-être avec le micro, oui. Oui, bonjour. Dans la profession, on a beaucoup parlé de value for money. Est-ce que ça vous a conduit à revoir votre portefeuille d'UC? Apparemment, vous n'êtes pas un adepte de la gestion passive, vous êtes encore très porté sur la gestion active. Et ce portefeuille-là, est-ce qu'il baisse? Est-ce que vous avez moins de choix ou est-ce que vous resserrez la gamme? Voilà. En fait, on a toujours fait ce que demande Value for Money, en fait. Et ça, juste simplement, on le formalise, en fait. On a tous les mois, et on fait l'exercice plus formellement tous les trimestres, mais on a tous les mois une
une instance interne entre les parties plus techniques assurance vie et la direction financière, où on travaille un certain nombre de sujets techniques et on travaille en particulier la gamme d'unités de compte. En fait. Et donc on a toujours dans cette instance regardé régulièrement si les unités de compte avaient une valeur ajoutée pour nos adhérents. Et on a régulièrement sorti des unités de compte, en fait. Et donc, la seule chose que change ce que change la réglementation actuelle, c'est qu'on formalise plus ce que l'on faisait depuis des années. Et plus dernièrement, comme sur certaines situations, on demande même à la plus haute instance exécutive de l'entreprise de voir le sujet, on formalise aussi le compte-rendu qui est fait de cette instance au COMEX de l'entreprise régulièrement. Et donc, c'est tout ce que ça a changé pour nous, un certain formalisme. Alors, on a effectivement dû sortir, lors de ces dernières années, on a dû sortir 1 ou 2 unités de compte qui nous paraissaient plus performantes. Alors, Roger, Il y a de la France. Les obligations variables. Il y avait BNP. Ça commence à remonter, mais c'est un peu la question piège. On a effectivement sorti 2 fonds de notre gamme qui n'étaient pas en ligne avec l'objectif de gestion qu'on leur avait fixé. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a des profils qui sont quand même pilotés. C'est que si un support ne convient pas dans les profils qu'on définit, à la main de la direction financière, on le change pour que l'assuré ne soit pas pénalisé dans la durée. Et évidemment, ça recoupe les critères. Mais ça, c'est dans les profils. En revanche, la value for money, c'est vraiment dans le catalogue du C, en fait. Et le dernier, on a sorti un produit convertible. Et on a fait évoluer. Oui, alors le dernier changement dans la gamme, effectivement, c'est qu'on avait 2 supports de convertibles. On avait un des supports qui n'avait pas une performance en ligne avec les objectifs. Et donc, on a resserré la gamme. Et c'est pour ça que sur le tableau que vous avez là, on a un seul support de convertible qui a été élargi, qui était avant Medi Convertible. C'était un fonds de convertible européenne. C'est désormais un fonds de convertible monde. Et avant, on avait un fonds Europe, un fonds monde, mais comme le fonds monde n'avait pas des performances qui étaient conformes aux attentes, on a désormais un seul support qui est un fonds monde et qui est Medi Convertible. Donc on fait de la rationalisation de gamme quand c'est nécessaire dans le cadre justement de la revue de notre gamme. Après, on a très peu d'UC par rapport à d'autres acteurs qui ont les pages jaunes. Nous, on a 25 UC, quoi. Donc c'est assez facile. Si la liste est exhaustive. Elle est exhaustive, Oui. oui, absolument. Donc là, vous avez l'ensemble de nos UC. Donc vous voyez qu'il y en a un petit nombre. Et encore une fois, elles sont très faciles à suivre parce que peu nombreuses, en fait. Je ne me souviens pas, vous avez des SCPI Elles sont plus commercialisées, mais on a effectivement des adhérents qui ont des SCPI, n'est-ce pas, Eric ? Oui, tout à fait. On a commercialisé 2 SCPI, mais qui ont été arrêtés en 2023. Parce qu'on considérait que la performance à venir n'était pas satisfaisante. Vous avez eu des pannes de retrait Oui, je pense qu'on est comme tous les porteurs de SCPI aujourd'hui. Il y a la liquidité des SCPI n'est pas encore là, quoi. On assure On a assuré la liquidité on a assuré la liquidité et on avait toujours fait très attention au niveau de notre gestion active-passive, de notre comité actif-passif, d'être parfaitement capable d'assurer cette liquidité. Donc on l'a fait sans difficulté particulière. Et on continue à le faire. Vous avez encore. Non, vous avez des parts en attente. Oui, on a toujours, oui. Encore. Ah oui. Nous assureurs, vis-à-vis des gestionnaires de SCPI, ça vous voulez dire ? Oui, absolument, oui. Et on a des adhérents qui ont toujours des SCPI et qui, parfois, les vendent. Et on leur rachète, en ce sens, on assure la liquidité pour nos adhérents. Oui. Voilà. Avec des rabais. Ah bah non, sans rabais, au prix Du marché. au prix du marché. Et la VL. Exactement. Ouais, exactement. Au prix, oui, de dernière valeur connue, quoi.
Au prix du marché, enfin au prix à la valeur À la valeur de la part, de la telle part, qu'elle est fixée telle par la qu'elle est société de fixée gestion. par la société de gestion. J'ai une petite question sur le non-coté, donc plutôt pour Roger, je pense. Les ventes et les plus-values sur le non-coté ont-elles été contraintes à cause de cessions à d'autres fonds ou pilotées par les équipes de gestion? Alors, dans ce qu'on a présenté tout à l'heure, la grosse partie, c'est du mode de fonctionnement normal, puisqu'on est sur la part qui est dans des fonds non cotés, où on a eu un ralentissement des cessions, mais on a quand même une contribution qui est globalement assez équilibrée avec ce qu'on a eu les autres années. Donc, je dirais que ça a été une année normale pour la partie fonds non cotés. En revanche, sur les lignes qu'on détient en direct, c'est là où on a plus des décisions qui sont à notre main. C'est notamment ce que vous voyez en 2022, puisque l'année 2022, je le rappelle, avait été une année extrêmement négative sur les marchés financiers. Et là, on avait beaucoup puisé dans le non-coté. Cette année, la grosse partie de la partie verte, c'est les cessions réalisées de manière tout à fait normale par les fonds dans lesquels nous sommes investisseurs, sans contribution exceptionnelle sur des opérations de cession sur des lignes détenues en direct. Donc là, c'est un tableau qui présente les gains sur les cessions par secteur. Alors là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une répartition sur ce qui concerne ces trois classes d'actifs, qui sont les trois principaux moteurs de performance à côté de la partie obligataire. Donc on répartit la totalité des montants et on vous donne la répartition en pourcent entre ce qu'on allait chercher comme plus-value sur les actions cotées, ce qu'on allait chercher comme plus-value sur le non-coté et ce qu'on allait chercher comme plus-value sur l'ensemble des OPCVM. Donc c'est des répartitions de plus-value réalisées, puisque seules les plus-values réalisées permettent de contribuer à la réalisation du taux du fonds en euros. Et on voit que ces moteurs, en fait, ils fonctionnent de façon très différenciée suivant les contextes financiers des différentes années. En 22, l'essentiel des plus-values avait été fait sur le non-coté. Alors qu'en 23, il y en avait très peu, en fait. Et c'était essentiellement les actions cotées qui avaient contribué à la performance. Donc ça, c'est une illustration de l'intérêt d'avoir cette diversification des actifs et de pouvoir en jouer pour assurer une performance qui soit à chaque fois la meilleure possible. Nous avons plusieurs questions sur le PER. On nous demande d'abord quel est le taux de rendement du fonds en euros du PER et puis d'avoir un petit point général sur le PER. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été précis sur le sujet. Cette année encore, nous servons le même taux de rendement sur le PER que sur l'assurance, donc 3,15. Alors, de manière générale, le PER, c'est un outil en forte, voire en très forte croissance. On le voit, on a une collecte nette de 358 millions sur la retraite. Quasiment tout est collecté maintenant sur le PER. En fait, on n'a pas du tout fait transférer les anciens Madelin vers le PER. En revanche, les versements aujourd'hui se font sur des contrats souscrits en PER et nos adhérents gardent la liberté de transférer au moment où ils prendront leur retraite ou non vers le PER les encours qu'ils ont sur le Madelin, sachant que c'est le même fonds en euros. Et que comme ça, ils choisissent, ils gardent la plus grande liberté quant à leur choix de sortie en rente, qui peut être pour beaucoup d'entre eux plus intéressante sur le Madelin, ou sortie en capital après un transfert vers le PER. Alors cette croissance, elle va continuer, parce qu'on se rend compte clairement que tous nos sociétaires ne sont pas encore équipés en PER chez nous. Et c'est une croissance qui est assez largement portée à la fois
des nouveaux contrats, mais aussi des nouveaux contrats avec transfert entrant. Tout simplement parce qu'il y a les banquiers sont très actifs sur ce marché. Ils ont mis du temps à y venir, mais là, depuis 2 ans, ils sont très actifs sur ces marchés. Ils ont des commerciaux très convaincants et ils passent parfois avant nous, donc ils vendent un PER à nos sociétaires. Et puis après ça, quand notre conseiller arrive et montre les différences de contrat et de performance, notre sociétaire décide de passer chez nous très rapidement et de transférer. Alors, j'ai une question de chiffres. Combien de contrats assurance vie et PER au total? Combien d'assurance, ça me semble pareil, combien d'assurés assurance vie PER et quels sont leurs profils? Est-ce que ce sont des professions de santé ou est-ce que c'est de plus en plus large? Et quel est l'âge moyen? Alors, le nombre de contrats exact, total, on vous le donnera, on est toujours dans les 400 000 adhérents assurance vie retraite. Alors, la typologie est totalement différente entre assurance vie et retraite. En assurance vie, on ne fait pas, vous le savez, une publicité extraordinaire en dehors des professionnels de santé, mais on est très connu, et on est quand même bien cité par toute la presse spécialisée, financière, économique, etc. Et donc, on a aujourd'hui, en gros, moitié-moitié entre des professionnels de santé et des non-professionnels de santé en assurance vie, en fait, dont une bonne partie sont à première, deuxième, troisième génération, bientôt quatrième génération, des enfants, petits-enfants de professionnels de santé, mais pas que. Il y a un certain nombre de personnes qui, bien informées, qui savent que depuis longtemps, l'assurance vie de la MACSF est ouverte à tout le monde. Côté retraite, par définition, un contrat PER individuel, et donc notre reste-retraite doit pouvoir accompagner une personne tout au long de sa vie, quelle que soit sa profession, quel que soit son statut, etc. Et donc, il est effectivement ouvert à tout le monde. Là, en revanche, on a clairement quasiment que des professionnels de santé et des salariés du groupe sur le reste retraite, et on ne fait pas d'efforts particuliers pour aller au-delà du sociétariat naturel de la MACSF sur ces produits de retraite. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 paires en portefeuille. À titre de comparaison, au plus haut, on a dû avoir 35 000 contrats Madelin. C'est-à-dire qu'en 4-5 ans, on a fait 3 fois plus de contrats paires qu'on a fait de contrats Madelin en 25 ans. Donc, ce contrat a quand même connu une réussite, alors pas que à la MACSF, dans tout le marché, mais extraordinaire, comparé à des produits qui étaient quand même très proches, au-delà de la sortie en capital, qui distingue le PER, mais on voit que ce produit retraite, il est quand même plébiscité très fortement par nos sociétaires. Vous n'avez pas présenté les profils du contrat retraite, ouais. Non. Alors, le profil du contrat retraite, c'est réglementé, donc on a les 3 niveaux. Alors là, sur le contrat retraite, on a vraiment le profil équilibre, qui est le profil d'ailleurs à proposer par défaut, entre guillemets, par la réglementation, qui est en très très grande majorité, en fait. Donc, et qui fait à peu près 50% des souscriptions, devant les autres profils. Et le profil libre est peu choisi en contrat retraite. Et alors après, pour les performances des profils, ça dépend du nombre d'années avant la retraite. Et donc là, je pense qu'on est le seul acteur du marché à vous mettre à disposition, de tout le monde, et entre autres, bien sûr, des journalistes, sur notre site, les tableaux avec les performances de chaque profil, année après année, en fonction du nombre d'années avant la retraite. En fait. Donc, sur l'allocation, parce qu'il y a des grilles ici sur l'allocation, oui, qui sont jugées encore relativement prudentes. oui. Donc vous êtes proche, je dirais,
nous, on est plus prudent que la réglementation et donc on sécurise plus tôt et que la réglementation nous y oblige sur les 3 profils, que ce soit le profil prudent, l'intermédiaire et même le profil dynamique en retraite. Et donc là aussi, les courbes, on a sur notre site les courbes les courbes de sécurisation. Et les unités de compte qui sont dans les profils retraite sont les mêmes que sur les profils assurance vie, avec une sécurisation. Et également du côté des unités de compte, on sort des unités de compte les plus risquées avant de sortir des unités de compte patrimoniales. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver sur Teams, donc je ne sais pas s'il y a une dernière question dans la salle. Non. Votre vision sur le dollar et les métaux précieux. Oui, alors, personne va vous répondre parce que on pense que notre savoir-faire, c'est plutôt d'être capable de s'adapter correctement avec l'expérience et les années à l'environnement de marché qui évolue, et certainement pas de faire des prévisions de type boule de cristal, ni sur le dollar, ni sur les métaux précieux. Après, notre responsabilité, c'est aussi de proposer des supports performants, donc tant mieux pour ceux de nos assurés qui ont choisi le support au FIOR et métaux précieux, parce que ça a été une performance exceptionnelle. Le seul commentaire que je me permettrais de faire, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la dimension extrêmement spéculative de ce support, on ne peut plus considérer que c'est un support refuge. Ça paraît assez risqué de dire ça, donc c'est vrai qu'après une performance de 91%, on est un peu naturellement prudent, mais c'est tout ce que je dirais à propos de ce support. Et quant à l'orientation du dollar, on espère bien évidemment, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le gros de la dépréciation du dollar contre euro est derrière nous, mais on n'a pas de prévision pour l'année 2026 dessus, sachant que évidemment en 25, je vous l'ai dit, ça nous a quand même pas mal pénalisé. Oui, donc ça veut dire que le poids de Big Data thématique a forcément baissé dans le profil équilibré. Est-ce que vous en remettez ou pas? Alors, les profils sont rééquilibrés, donc effectivement, mais c'est quelque chose qui est extrêmement sain. Je vais élargir la réponse, pas seulement sur ce support-là. Oui. Le fait de rééquilibrer les supports dans les profils, donc le fait de remettre de ceux qui ont le plus baissé et d'arbitrer en vendant ceux qui ont le plus progressé, on pense que dans la durée pour nos assurés, c'est une règle de gestion extrêmement saine. C'est pas fait à notre main. Là aussi, c'est une règle de gestion. On rééquilibre à des dates régulières et on pense que c'est une très bonne décision de gestion pour nos assurés. Très bien, je pense que ça sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier tous, ceux présents ici et ceux en ligne, de votre participation, ainsi qu'à nos intervenants. Et très bonne journée à vous tous. Merci. 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 Au revoir. Merci.